remercie le frère Olivier Pouquillon, directeur de l'école, de m'avoir proposé cette présentation, cette conférence, et j'en suis très honoré. Et donc, je remercie infiniment l'école de cette occasion. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement, on va effleurer le sujet de la conservation et de la restauration des mosaïques antiques, qui est un vaste sujet. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous montrer en gros les différents types de pavements que l'on peut trouver dans le monde autour ou pourtour de la Méditerranée. Bien sûr, il y a les mosaïques hellénistiques, les mosaïques de galets, comme à Pella, donc des mosaïques de galets, et souvent où les formes, les personnages sont entourés de lames de plomb, donc une technique bien particulière des mosaïstes hellénistes. Le matériel, donc, aussi, il est vaste, mais là, c'est pour illustrer quelques découvertes. Vous avez ici, donc, en haut, une poste, un pochoir qui permettait de réaliser donc des motifs, où le mosaïste traçait le décor, puis après, il insérait ses galets ou ses tesselles. En dessous, vous voyez très bien sur les fragments, les lames de plomb qui se sont détachées ici, qui se sont détachés du fragment. Donc ça, c'est vraiment une technique vraiment très particulière de la mosaïque hellénistique. On peut aussi observer sur ces fragments, vous voyez que les tesselles ne sont pas très bien taillées. Donc les tesselles, c'est le petit cube de pierre, de verre, voilà. Elles sont encore assez irrégulières. Voilà, et puis très fréquemment, c'est uniquement du blanc et du noir. Et puis donc, on a aussi toutes les palettes qui peuvent être des truelles, des compas, etc. Donc il y a énormément de pinces aussi. Les mosaïstes avaient de nombreux outils pour réaliser les mosaïques. Un autre type de sol, qui est les sols de béton. Donc ce sont des bétons, c'était vraiment des bétons chauds, gravier, sable, dans lequel étaient insérés des décors, comme on peut voir ici à Emporias en Espagne, des décors géométriques, avec aussi des inscriptions. Malheureusement, ces types de décors ont été maltraités. Souvent, dans les fouilles, on a préservé que certains fragments, au lieu de les déposer dans leur ensemble ou de les laisser in situ. Souvent, donc, ils sont détruits. Donc voilà, ça fait partie des premières mosaïques où on commence à tailler des tesselles qui sont insérées dans ce béton avec des motifs comme ici à Pompéi, plus ou moins quand même perfectionné. Un autre type donc de sol en antiquité donc, romaine, ce sont les opus sectilés, donc ça aussi c'est très vaste, ce sont donc des sols de pierre dure, de marbre, entre autres, et avec des décors géométriques, comme on peut voir ici à Ostie, ou vous voyez même à Aix-en-Provence, ou des décors très très beaux. En dessous, vous avez la photo du bas ici, c'est un exemple d'un opus sectilé à Arles qui avait été trouvé dans une domus, qui est intéressant donc avec des motifs géométriques classiques, avec énormément ici de marbre, aussi de marbre différents. Et puis au centre, il devait y avoir une partie beaucoup plus fine, beaucoup plus travaillée, qui malheureusement a été détruite. Et cette partie donc reposait, cette partie de sol reposait sur un sol de chaux et de tuiles pour faire un support plus performant en quelque sorte pour maintenir ces éléments plus fins. Voilà. Donc c'est la question des fouilles. Et à côté, vous avez bien sûr toutes les différentes formes géométriques que l'on peut trouver dans ces types de sols. Voilà. Qui faisait partie bien sûr de domus, de maisons ou de palais importants. C'est pas n'importe qui pouvait se l'offrir. Dans l'opus tessellatum, donc classique, alors ça c'est un monde qui est tellement vaste. Ici vous avez quelques exemples pour le plaisir de mosaïques d'Algérie, de Timgad, ou Carthage en Tunisie, Djebel Oust, où là c'est par contre les mosaïstes ont fait une copie, ont essayé de représenter des marbres, et à côté ce sont ce qu'on appelle des trames géométriques végétalisées, c'est-à-dire que les trames sont faites d'éléments végétaux. Et en dessous, donc toute la série de Acheba, Tunisie,
aussi une superbe mosaïque, donc aussi très fine, qui pavait donc la pièce centrale d'une maison antique. Donc on voit déjà une très grande qualité de dessin. Et puis une basilique paléochrétienne à Bilis, qui sont couvertes aussi de mosaïques de type byzantin, donc la nef centrale et les bas-côtés. Et là, entre autres, à Bilis, c'est un chantier du professeur Jean-Pierre Sodini, il y avait au moins 6 basiliques qui étaient toutes pavées de mosaïques et qui sont toutes restées en place. Alors, un autre type de pavement aussi qui est extraordinaire, ce sont ce qu'on appelle les opus vermiculatum. Ce sont donc des mosaïques, pour la plupart figurées, et qui sont très fines, comme ici la bataille d'Alexandre et de Darius à Pompéi. La mosaïque du chien, qui est elle, beaucoup plus ancienne, qui est une période aussi hellénistique des Ptolémaïques, qui a été découverte à Alexandrie au moment de la construction de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est un chien donc assis à côté d'un vase renversé, qui est un ascos, et qui est aussi d'une qualité remarquable, puisque les tesselles donc, sont constituées de petites pierres d'environ quelques millimètres, quoi, vraiment, et posées très serrées. C'est vraiment assez incroyable. Et en dessous, une autre mosaïque aussi qui est fantastique, qui est au musée de Lambès d'Algérie, qui est donc la mosaïque des monstres marins, et qui est aussi d'une très très grande qualité, qui est magistrale. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle tout ce qui est opus vermiculatum, et qui sont insérés aussi, voilà, qui sont insérés dans des mosaïques à motifs géométriques. Bien sûr, elles ne sont pas toutes seules, tout autour. Il y a tout un décor suivant le type de pièce. Si c'est une pièce de réception, si c'est une chambre, enfin voilà. C'est un autre type donc aussi de mosaïque antique, c'est les emblémas qui eux étaient insérés donc qui étaient insérés dans les mosaïques, mais qui étaient déplaçables, c'est-à-dire qu'ils étaient sur un support indépendant, comme on peut voir ici à Emporias. Vous voyez, le support a été creusé. En marbre, il a été creusé, il y a eu une mortier qui a été posée, et dessus on a installé, on a fait ici c'est une mer poissonneuse qui a été dessinée. Et puis dessous, un enlèvement d'Europe qui est sur un support, un caisson en terre cuite, et puis au Cap d'Agde, la mosaïque de Martias et d'Apollon qui a été trouvée en mer. Ça aussi c'est intéressant, puisque cette mosaïque est ressortie au moment d'une tempête importante qui ont fait bouger un peu les fonds marins, et elle est réapparue par bien sûr c'était des plongeurs qui je n'allais pas dire qu'ils allaient cherchaient le trésor, mais c'était un lieu qui était connu, puisque c'était un lieu où de nombreux bateaux avaient échoué. Donc il y a toujours la question de savoir si c'est un bateau antique ou si c'est un bateau plus récent qui venait avec des œuvres d'art et qui revenait de Rome. Voilà. Donc cette mosaïque est aussi passionnante, d'une très grande finesse par son iconographie, mais aussi par sa technique. Voilà. Entre autres, cette mosaïque donc, qui a été trouvée donc, à Agde, elle a pu être étudiée à l'accélérateur du Grand Louvre d'analyse élémentaire à Paris, pour étudier justement tous les matériaux qui la constituaient, donc les différents types de tesselles, de faïence. Oui, il n'y a pas que aussi il y a de la faïence, et aussi une chose très intéressante, des joints peints, puisque on essayait de se rapprocher au maximum de la peinture. Donc là aussi, l'intérêt de pousser certains travaux d'analyse. Voilà, donc, suivant les œuvres, c'est pas systématique, mais ça vaut le coup des fois de monter donc, des opérations scientifiques pour des œuvres qui en valent la peine. Alors, toujours dans les emblémas, ça c'était à Alexandrie, c'est donc un bouclier d'écaille, je l'appelle, et puis au centre, vous avez une tête de méduse. Donc c'est les fouilles de Jean-Yves Empereur, et donc on ne pouvait pas conserver les mosaïques en place, il fallait les prélever, les déposer, et donc cette dépose nous a permis de découvrir, bon, on s'en doutait un peu, donc on avait pris quand même certaines précautions, et on peut voir donc ici au revers, voilà, on voit ici le support de l'embléma, qui est un plat en larron, en terre cuite, sur lequel repose la tête de Méduse. Et entre si vous voulez, la tête de Méduse et le bouclier écaille, il y a eu cette tresse à deux brins qui a été faite autour de la tête de Méduse pour l'insérer
dans le pavement. Voilà, donc ça aussi c'est tout l'intérêt dans nos travaux de faire aussi attention. Hein. Je ne suis pas du tout un fanatique de la dépose des mosaïques ou des peintures murales, mais dans ce cas, ça a permis aussi de mieux comprendre les techniques des mosaïstes antiques. Et surtout à Alexandrie, où il était dit qu'il y avait une école d'embléma. Autrement, le support classique des mosaïques que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen, alors avec des différences de mortier, dans certains ici plutôt en Orient on trouve plutôt des cendres plutôt que de la terre cuite dans les mortiers, mais on retrouve toujours les mêmes, alors à l'époque bien sûr romaine, on trouve toujours les mêmes types de supports. Vous avez en haut le 1 qui est donc le tessellatum, les tesselles. Dessous, le bain de pose, le lit de pose, qui était de la chaux, une pâte de chaux. Et en 3, le nucléus, qui est un mortier sable chaud, donc là, qui contenait en Golban de la terre cuite, ici des cendres. Et puis après, le 4, qui est le nucléus, un mortier un peu plus grossier, gravier, petite pierre, et toujours mortier de chaux. Et enfin, le statumen, qui est des pierres posées sur champ régulièrement, sur lesquelles reposaient donc ces différents mortiers. Voilà. Donc ça c'est classique et c'est aussi une chose assez extraordinaire de retrouver, en tout cas à la période romaine, toujours ces types de supports qui sont très précis et très bien réalisés. La mise en place des mosaïques, ça aussi on fait de plus en plus attention maintenant lors des prélèvements de mosaïques, c'est des tracés préparatoires. Donc ici vous établit des tracés donc préparatoires pour la mise en place du mortier. Ces tracés préparatoires étaient faits sur la couche de mortier de nucléus. Et ici, c'est en creux, on le voit ici, donc des tracés en creux qui ont permis après aux mosaïstes d'insérer sur le lit de pose les tesselles au fur et à mesure. Alors, il y a des tracés qui peuvent être aussi peints. Ici, c'est un exemple de la mosaïque de Der en-Bala qui avait été déposée en 2000 à Gaza. On a retrouvé sous l'inscription, lors de la restauration, des tracés peints, voilà, qu'on peut voir ici, là, voilà, de l'inscription. Et donc, il y avait quelque chose transpiré, enfin, qui s'était collé sur le revers de la mosaïque. Là, on est au revers de la mosaïque. Hein. Le mortier qui la soutenait a été retiré. Et c'est ce qui a permis donc de trouver. Voilà, donc il y a énormément comme ça d'exemples de mise en place de mosaïques. Un autre élément aussi qui nous permet de mieux connaître le travail des mosaïstes, c'est la taille des tesselles de marteline. Donc c'est le stèle d'Ostie où on voit les mosaïstes qui découpent donc les tesselles avec le tranché et la marteline et les tas de tesselles, les méthodes, des outils qui existent toujours et qui sont toujours utilisés par les mosaïstes d'art. Voilà, classique. Donc les matériaux, je ne veux pas m'étendre, mais aussi qui sont très riches, hein, les tesselles qui peuvent être des tesselles en calcaire, des tesselles en pâte de verre, en marbre, en schiste, en céramique, bien sûr beaucoup, aussi beaucoup de tesselles de verre teinté, donc là ça a apporté aussi de grandes facilités aux mosaïstes pour les représentations. Et donc, dans certains cas aussi, de la faïence. J'aborderai pas là, tout ce qui est les mosaïques pariétales, mais on a trouvé aussi des tesselles à feuilles d'or, même de l'époque romaine, justement dans la région où on se trouve, et aussi des tesselles à feuilles d'argent. C'est-à-dire que c'est deux plaques de verre, et entre ces deux plaques de verre, vous avez une feuille d'or ou d'argent qui a été posée, et qui ont permis donc de faire toutes ces grandes mosaïques byzantines à fond d'or. Rapidement aussi, un historique un peu pour la conservation et la restauration, comment c'est arrivé, comment ça a débuté pour les mosaïques. Donc voilà, dans ce cas, entre autres, un des éléments en France, c'est Francesco Bellini, qui était mosaïste au Vatican, aux ateliers du Vatican à l'époque, et Napoléon Ier l'a fait venir pour créer le premier atelier manufacture des mosaïques. Voilà. Et là, vous avez entre autres une de ces réalisations. Alors, à la place de cette victoire, il y avait une représentation de Napoléon, mais qui après, par la suite, a été retirée et modifiée. Voilà.
Donc c'est le premier donc, qui a travaillé la mosaïque en France. Et bien sûr, ils ont créé des mosaïques, mais ils ont aussi restauré, sauvé des mosaïques qui ont été découvertes. Le second, c'est Fakina aussi, qui est un personnage très important, qui a fait énormément de mosaïques, hein, entre autres on peut voir les galeries Vivienne, qui a travaillé à l'Opéra Garnier, etc. Enfin, de nombreux chantiers qui étaient des gros ateliers qu'on peut voir avec énormément de monde. Et donc lui, il venait pas de Rome, ça aussi c'est passionnant, c'est intéressant. Il venait d'un petit village qui s'appelle Spirembergo, qui est dans le Frioul vénitien, où il y a toute une énorme communauté. Il n'y avait pas vraiment d'école à l'époque, mais il y avait toute une communauté d'artisans, de mosaïstes, et qui se sont répandus, mais dans le monde entier, puisque ces différentes familles de ce grand village ont travaillé la mosaïque vraiment de partout, à Paris, mais aussi en Angleterre, bref, jusqu'en Amérique et même en Amérique du Sud, vraiment qui se sont répandus. Et bien sûr, donc, ces gens-là ont fait aussi de la restauration. Et donc, de la même famille, donc du même village de Spirembergo, les Moras, qui ont travaillé à Nîmes, comme on peut voir, qui ont créé des mosaïques, hein, pour les particuliers, mais qui ont fait en même temps de la restauration, de la conservation. Et là, comme on peut voir sur la mosaïque du mariage d'Ahmet, en 1883, ils ont restauré cette mosaïque qui a été déposée. Et on peut voir déjà quand même un travail précis et qui respectait aussi l'original, puisque certaines parties de l'œuvre n'ont pas été refaites. Vous voyez, ils ont laissé, ils ne pouvaient pas créer puisqu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait, entre autres ici dans ce carré aussi. Voilà, donc il y avait un certain respect aussi de l'œuvre, tout en ayant aussi des méthodes qui étaient des fois un peu fortes, comme on peut voir ici le polissage de la mosaïque qui brille. Donc cette mosaïque qui est toujours visible au musée des Beaux-Arts de la ville de Nîmes. Et puis en dessous, un autre exemple qui est là à l'enlèvement d'Europe, une mosaïque qui a été découverte à Arles et déposée par les mêmes équipes de Morat. Voilà. Ils ont fait beaucoup d'autres travaux, bien sûr, mais ça a été aussi des précurseurs. Et pour un clin d'œil, donc encore une famille qui se trouve à Marseille, c'était les Patricio frères, mosaïstes, comme on peut voir. Et donc il reste encore le dernier, c'est la dernière famille, enfin disons que c'est un ami aussi, Michel Patricio, qui est un mosaïste maintenant, mais qui a un certain âge, et qui donc avait hérité de l'entreprise de son père et qui a pu continuer aussi, mais plus dans la création. Ils ont fait un peu de restauration, mais ils ont fait quand même plus de la création de mosaïques, et qui malheureusement va s'arrêter, et ce qui fait que entre autres tous ces ateliers qui sont venus d'Italie vont s'interrompre, et c'est une époque qui se termine, puisqu'il n'a pas d'enfants qui ont pris sa relève. Voilà. Alors, à part ça, donc, on pourrait appeler les artisans, des créateurs, des artisans d'art. La conservation moderne, bien sûr, se base sur différentes chartes, hein, je peux dire charte d'Athènes, Venise, etc., des recommandations de l'UNESCO. Notre profession maintenant, que ce soit pour toute l'Europe, hein, et même plus large, c'est les grands principes de la conservation. D'abord la conservation préventive avant d'intervenir, bien sûr, sur l'œuvre, un minimum d'intervention, compatibilité des matériaux, etc., etc. Réversibilité aussi des techniques et des matériaux, lisibilité, donc redonner une lisibilité à l'objet, visibilité des interventions et documenter, ça bien sûr c'est aussi une chose qui est très importante, documenter. Toute œuvre restaurée doit avoir un rapport avant et après. Ce qui nous manque justement beaucoup pour tout ce qui a été fait avant. En deux mots, donc voilà, les instituts, on est très quand même dans la conservation des œuvres d'art à l'école de l'Italie, hein, qu'on peut voir. Donc en 1939, il y a eu le Restauro en Rome, qui est une des premières grandes écoles de conservation et de restauration avec Cesare Bandi, entre autres. La Belgique a suivi un peu par la suite avec la création de l'Institut Royal du Patrimoine. Et puis après, donc, vous avez eu c'est pas une école, mais c'est un centre international pour la conservation des biens culturels qui a été créé à Rome en 1956 par l'UNESCO, qui est l'ICROM, qui est un lieu qui rassemble un peu
tous les différents restaurateurs et qui fait des formations, des conférences pour vraiment tous les gens de tout le monde qui s'occupent de la conservation des biens culturels et qui par là peut donc pousser à certaines méthodes et à certaines précautions à prendre pour la conservation des œuvres d'art, et entre autres particulièrement quand il y a des conflits ou des drames de tremblements de terre, etc. Et en France, donc, on était un peu plus en retard, oui, puisque la première formation est arrivée dans les années 70, grâce à, c'était à l'époque Giscard d'Estaing, le président, et c'est lui qui avait poussé à ce que le premier institut de restauration en France, qui était l'IFRA, l'Institut français de restauration d'œuvres d'art, devenu par la suite le département des restaurateurs de l'INP, qui, comme vous le savez, forme aussi les conservateurs du musée. Et puis parallèlement, un petit peu plus tard, il y a eu une maîtrise des sciences et techniques à l'Université de Paris 1, qui a formé donc les restaurateurs. Bon, maintenant c'est un master, qui est d'ailleurs parti un peu d'archéologues qui avaient besoin de trouver du monde de spécialistes pour traiter sur les sites. Et puis des écoles des beaux-arts, entre autres l'école des beaux-arts d'Avignon, qui est plus sur les œuvres peintes, former des restaurateurs sur les œuvres peintes, et l'école des beaux-arts de Tours sur la conservation et la restauration de toutes les œuvres sculptées. Voilà. Donc on part de ça. Il est certain que maintenant, si vous voulez travailler pour des collections publiques, que ce soit les monuments historiques, que ce soit les musées, il faut avoir fait, donc en France, ces types de formations, et pareil en Italie, il faut sortir aussi de ces instituts pour pouvoir travailler sur les collections publiques. Rapidement, donc, je voudrais aborder là, les collections, toute la problématique des anciennes collections, donc de tous ces travaux, donc justement de tous ces artisans d'art qui nous ont précédés, avant nous donc, et donc il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Comme ici rapidement, on peut voir une mosaïque au Louvre, puisqu'on avait fait toute une étude sur la collection du musée du Louvre, une mosaïque des Sphinx qui vient de Turquie, ça me reviendra. À côté, vous avez le musée d'Alger aussi, qui est couvert de mosaïques sur les murs, mais aussi sur les sols, donc qui pose certains problèmes, puisque ces musées n'ont pas bougé, entre autres. Par exemple, le musée d'Alger n'a pas bougé depuis pratiquement l'époque de l'indépendance. Et donc, il y a des modifications, on veut faire de nouvelles salles, etc. Donc, ça pose toute une problématique pour bouger ces collections. Le musée du Tingad, qui est aussi une chose extraordinaire, puisqu'il est entièrement recouvert de mosaïques au sol et sur les murs, puisque à ces époques encore, on ne voulait pas, on pensait que pour préserver les mosaïques, eh bien, le mieux c'était de les déposer et de les transférer dans les musées. Voilà. Donc pratiquement, maintenant vous allez sur le site du Tingad, il n'y a pratiquement plus de mosaïques, tout est en musée. Voilà. Et entre autres, donc, tous ces travaux ont été faits aussi par ces artisans qui venaient pour la plupart d'Italie, de ce village de Spirenbergo. Le musée voilà, de Jimila aussi pour illustrer, on ne savait plus quoi, on en mettait de partout, et le musée est totalement, les murs du musée sont totalement couverts de mosaïques. Donc il pose aussi de gros problèmes puisqu'il y a des infiltrations d'eau, etc. Et qu'il faut arriver à trouver des moyens soit pour les déposer, les transférer sur d'autres supports et les déplacer. Et voilà l'exemple auquel on se confronte, ça c'est au musée du Bardo à Tunis, où il y a eu des très gros travaux qui ont été faits il y a quelques années grâce à la Banque mondiale, et il a fallu déplacer les collections qui n'avaient pas bougé aussi depuis qu'ils avaient été mises en place. Et donc, ce sont des grands panneaux de mosaïque qui sont sur des supports de bois et de plâtre, avec une méthode qui n'est pas si mauvaise que ça. Et donc, mais pose pas mal de difficultés, c'est quand même très fragile. Et donc, il faut faire très attention. Donc, voilà, c'est des travaux aussi qui sont passionnants. Le démontage aussi en Tunisie du musée de Sfax, où le musée a été entièrement démonté et mis en partie souterraine. Donc toutes les collections ont été enlevées des murs et ont été reprises. Alors c'est l'occasion bien sûr d'analyser comment ces œuvres avaient été restaurées, mais aussi de faire des travaux de nettoyage de surface, puisqu'ils avaient entre autres une très mauvaise habitude de cirer les mosaïques pour faire ressortir les couleurs, ou même dans certains cas de les badigeonner d'huile d'olive
afin que les teintes soient plus fortes. Mais après, avec le temps, bon, ça fixe, ça jaunit, ça fixe la poussière, et on finit par voir ça devient très peu, le pavement devient très peu lisible. Donc il faut intervenir. Voilà, donc toute la problématique de ces supports, ici vous avez en haut là, un support bois, c'est le revers, hein, le support bois et plâtre et filasse, qui était fait d'ailleurs par des artisans plâtriers souvent, mais qui étaient d'une bonne qualité, et bon, je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet, mais ce seraient des techniques qui seraient à reprendre. On a essayé de le faire dans les pays du bassin méditerranéen, lors de formation, mais ça serait encore à développer, de reprendre ces techniques et de les perfectionner. En dessous, vous avez un autre cas donc, de ces collections anciennes, qu'il a le musée du Louvre. C'est la mosaïque de Paris, donc, qui était sur un support de béton, et comme on peut voir en lumière rasante, vous avez ici les ferrailles qui sont à l'intérieur de la dalle de béton, qui finissent par s'oxyder, et qui sont très proches de la surface de la mosaïque. Donc si rien n'est fait, au bout de quelques années, le support explose et l'œuvre est très endommagée. C'est aussi des supports qui sont très lourds, donc comme on peut voir à côté, sur notre mosaïque qui vient du même lieu, elle est fissurée. Donc ces mosaïques ont demandé à des interventions de restauration. Donc là on voit bien, vous voyez, cette fissure, et le panneau ne peut plus du tout être transportable. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles il a fallu intervenir dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une dérestauration. Voilà. Donc ça, c'est une partie aussi de travaux dans les ateliers et les laboratoires qui est important et qui est assez difficile. Bon, maintenant il existe heureusement de nombreux moyens, autrement par disque et sur pulvérisation d'eau, etc., où on arrive à scier, à éliminer ces supports de ciment petit à petit, et de retrouver, d'aller jusqu'au tessellatum, puisque voilà, on peut voir en dessous, là, sur cette mosaïque, il reste très peu de ciment qui sera petit à petit retiré. On peut même arriver à aller jusqu'au tesselle, parce que souvent il reste heureusement un peu de mortier de chaux antique, et ce qui fait qu'il y a des clivages qui se font, et on arrive à retirer une grande partie de ce support. Ce sont des travaux très longs, mais qui sont aussi passionnants. Un autre exemple, puisque malheureusement les mauvaises restaurations ne datent pas que de nos restaurateurs qui étaient avant nous, mais ça c'est une restauration assez récente, des années 90, sur une mosaïque aussi fabuleuse, enfin elles sont toutes fabuleuses, mais qui est la mosaïque des îles, des villes et des îles de la Méditerranée, qui a été trouvée en Tunisie et qui a été transférée sur un nouveau type de support, comme on peut voir ici, ce que l'on utilise maintenant pour les musées, que ce soit aussi pour les peintures d'ailleurs, pour la peinture murale, ou les mosaïques. C'est des supports en nid d'abeille d'aluminium, donc c'est très léger, c'est une stabilité dimensionnelle totale, pris entre des tissus de verre et de résine. Bon, là aussi il y a plusieurs catégories. Mais comme on peut voir sur ce travail, malheureusement, les apprentis restaurateurs, bref, là, ça adhère très mal à ce nouveau support. On voit le vide ici. Hein, ça peut même aller des fois, c'était entièrement, il n'y avait que quelques points d'adhésion. Et donc, comme c'est un support quand même qui était là, qui est assez fin, puisque c'est un support à nid d'abeille d'un peu plus de 3 cm d'épaisseur, les panneaux étaient assez grands et il y avait une souplesse. Donc ça risquait au bout d'un certain temps qu'un jour tous les fragments tombent, surtout que c'est une mosaïque qui a été énormément prêtée par la Tunisie dans de nombreux pays, entre autres au Japon. Donc ça aussi c'est une chose à prendre en compte. Les œuvres d'art voyagent de plus en plus et ça pose de grosses difficultés. Donc voilà, une raison pour laquelle il a fallu entièrement restaurer. Le support a été totalement retiré et pour être transféré sur le même type de support, mais fait donc dans l'art, hein, avec une adhésion totale du tesselle. Hein, donc voilà, ici vous avez le tesselle, le vide et ce nouveau support. Donc voilà, là aussi ça, on rejoint les gens qui doivent quand même intervenir, c'est d'où l'intérêt qu'ils soient formés, très bien formés à toutes les méthodes qu'ils mettent en œuvre. Autrement c'est risqué pour l'œuvre.
Bon, il y a lors de ces reprises de restauration aussi, donc j'en ai déjà parlé, mais il y a tous les travaux de nettoyage qui permettent aussi de mieux comprendre l'œuvre, de faire des observations techniques et qui sont reportées sur cette documentation. Là, c'est juste un exemple, mais il peut y en avoir énormément, où on indique tout ce qui est restauration ancienne, tracés différents, enfin voilà, donc tout est mis sur ces dessins, ce qui permet d'être après mis dans le rapport de restauration, et qui, si c'est une œuvre aussi qui est très intéressante, on peut le pousser et le publier avec aussi des études scientifiques sur le, voilà. Un autre aussi, une grosse difficulté qu'il y a dans les bassins méditerranéens, je ne situe aucun pays en particulier, hein, tout le monde a essayé de bien faire. Mais comme je vous disais, la méthode qu'on avait, c'était on trouve une mosaïque, on la dépose et on la met sur des dalles de béton. Et on se retrouve avec des lieux comme ça, des musées, des réserves, quand c'est encore à l'intérieur ça va, mais quand c'est à l'extérieur c'est assez dramatique, puisqu'on peut voir ici, voilà, il y a tout ça, puisque ces supports de ciment sont armés de structures métalliques qui finissent par aussi se corroder, se perdre. Les panneaux sont très lourds, donc on ne peut pas les manipuler. Et on finit aussi par perdre leur provenance, on ne sait plus bien des fois de quel site ils proviennent, etc. Donc là aussi, il y a tout un travail aussi qui est passionnant à faire, qui est intéressant, c'est de former des jeunes au recollement de ces collections, de savoir déjà d'où ils proviennent, de quelle mosaïque, etc. Et aussi de les reconditionner, c'est-à-dire de les mettre dans des réserves où on puisse y accéder facilement, où on puisse les consulter, etc. Donc là, c'est vraiment des travaux qui se font toujours. Voilà, donc là aussi, il existe un plein de méthodes différentes de mise en présentation dans les réserves des mosaïques, entre autres sur ces grilles autoportantes qui s'inspirent des grilles qui sont faites pour les peintures de chevalet. Là, c'est beaucoup plus bien sûr costaud puisque le poids des mosaïques est important, mais ça permet donc que les mosaïques d'être accessibles aux chercheurs ou aux conservateurs pour voir sa collection, etc. Voilà, donc là, on a maintenant des moyens qui sont importants. Voilà pour toute cette partie donc de la restauration. Et donc, comme je vous disais, donc, il y a beaucoup de formations qui se font en dehors de ces instituts de restauration, de ces universités. Il y a énormément de cours qui sont montés soit par des fondations. Par exemple, c'est un exemple, c'est avec la fondation Getty. On a fait une formation pour les conservateurs dans les musées autour des collections anciennes de mosaïques. Et donc, il y a eu plusieurs cours, il y a eu trois sections qui sont faites en France, et après, on a eu des ateliers en Algérie, au Liban, et donc voilà, il y avait des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens, etc., qui ont participé à cette formation, et c'était aussi un moment d'échange humain très, 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 très intéressant, voilà, où ils ont pu côtoyer des restaurateurs, mais aussi de travailler avec des appareils qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'avoir, une méthodologie, des discussions autour des œuvres, comment les restaurer, est-ce qu'on ne les restaure pas, etc. Enfin voilà, tout un comblement. Et là, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on a pu, grâce au musée du Louvre, travailler sur des mosaïques qui étaient dans les réserves du musée du Louvre. Et c'était un peu le deal, quoi. On leur restaurait gratuitement les pavements, mais en même temps, on pouvait s'en servir comme école. Voilà. Et donc ça a été passionnant. Ils étaient vraiment, les étudiants ne travaillaient pas sur des maquettes, mais là, travaillaient vraiment sur des œuvres. Alors bien sûr, ce sont tous des gens qui venaient de musées, de musées de ces pays, donc il y avait déjà quand même une habitude de travailler. En gros, donc, aussi rapidement, la dépose et la restauration donc, des pavements, hein, ça aussi, pourquoi on est obligé de les prélever, de les déposer. Là, vous avez un exemple qui est intéressant, qui est une mosaïque superbe, qui est fabuleuse, enfin, dans cette région, là, il y en a plusieurs comme ça qui sont formidables. Et malheureusement, cette mosaïque n'a
pas pu rester sur site puisqu'il y avait eu des... Bon, sa découverte a fait du bruit et les gens l'ont su, enfin ça s'est répandu. Et certaines personnes voulaient la détruire pour des raisons, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais enfin vous comprendrez bien. Ils voulaient la détruire, donc moi j'avais proposé qu'on puisse la recouvrir, même qu'on monte une dalle en béton au-dessus pour la protéger, pour qu'elle puisse rester en place, mais on n'a pas pu, donc on a été obligé de la prélever. Donc elle a été prélevée, elle est maintenant dans un musée en attente de sa conservation, restauration. C'est un cas malheureusement qui devient assez classique, on est obligé de les prélever pour les préserver. Si ça reste sur site, ça peut être détruit. Voilà. Classique, donc voilà, hein, rapidement pour se rendre compte d'une dépose de mosaïque. Ça, c'est une grande mosaïque de triclinium à Arles, avec l'aïon au centre, les saisons, etc. Un cortège de Nisac devant, sur l'entrée, et puis toute la partie où il y avait les banquettes en U, où étaient plus ou moins couchés donc, les Romains. Cette grande mosaïque était aussi complète. Elle ne pouvait pas rester sur site pour des raisons techniques, de construction, bref. Il a fallu la déposer. Donc, pour déposer ces pavements, on la découpe en quelque sorte en plusieurs panneaux, comme vous pouvez voir sur le plan ici, et on l'a prélevé en 17 panneaux. Donc pour élever ces mosaïques le mieux possible, quand il n'y a pas de fissures ou de lacunes, on crée ce qu'on appelle des saignées, on enlève des rangées, oui, ici, des rangées de tesselles qui sont bien sûr soigneusement mis dans des sacs, numérotés, etc., et qui pourront être remis en place à la restauration. Donc le premier, après ces découpages, donc on a un encollage de surface avec différents types de textiles, voilà. Et après, donc, on retrouve nos mortiers, où par introduction, c'est la méthode la plus classique et la plus sûre aussi, parce que là aussi, on n'est pas là pour s'amuser et expérimenter des méthodes un peu farfelues, donc c'est des méthodes qui sont classiques, très éprouvrées. Après un encollage, éventuellement ici, ce sont donc des sols de béton. Par contre, là, il y a un coffrage en bois pour maintenir la mosaïque d'une manière bien rigide, puisqu'il n'y a pas de souplesse. Dans un tessellatum, au contraire, vous avez une certaine souplesse. Et ce sont donc des par introduction de lames métalliques entre ces mortiers, comme je dis, qui souvent entre le nucléus et le nucléus et le rudus, pardon, il y a un clivage qui se fait au moment où on introduit ces barres métalliques. Puis après, donc, on met des plaques de contreplaqué. Là, entre parenthèses, ça c'est à Gaza, au moment du prélèvement de la mosaïque de Der En Bala. Ça me touche toujours, ça me touche toujours, parce que quand même, vous voyez, on voit l'agriculteur, encore un agriculteur qui laboure son champ avec un cheval, ce qui n'est plus du tout le cas, pas à cause des événements récents, mais ce sont des zones complètement maintenant urbanisées. Voilà. Et donc après ces panneaux quand sont pris en sandwich, etc., entre une serre-jointe blanche, etc., sont retournés et peuvent être amenés au laboratoire ou à l'atelier pour être traités et transférés sur un nouveau support. Donc c'est bien sûr essentiel. Tout pavement, toute mosaïque déposée doit être restaurée. Si vous n'en avez pas l'assurance de pouvoir la restaurer, il ne faut absolument pas le faire, quitte à la réenfouir. Donc le revers des panneaux de mosaïque, on retire ces différents mortiers qui sont encore accrochés au tessellatum. Comme on peut voir ici, les parties géométriques ont été dégagées. Ici, c'est la mosaïque d'ailleurs de Der En Bala, oui, au revers, donc, où tout le revers a été nettoyé de ces mortiers antiques. Et après, donc, ils sont étendus différentes couches de mortiers synthétiques, des mortiers réversibles. Voilà, souvent donc avec des résines réversibles, sable, etc., poudre de marbre. Il y a aussi plusieurs méthodes suivant les pavements, etc. Et puis donc ces couches de mortier viennent fixer aussi des grandes plaques de nid d'abeille d'aluminium. On peut voir ici la stratigraphie, tessellatum, les différentes couches de mortier, et puis ce nid d'abeille, donc aluminium, très léger, qui donne une bonne assurance pour la conservation des mosaïques. Alors,
C'est un matériau qui est extraordinaire, mais qui est quand même relativement cher. Donc en Europe, on peut arriver à se le fournir. Mais par exemple, pour des mosaïques de grande surface dans certaines régions de la Méditerranée, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Il est intéressant aussi de poursuivre des méthodes plus traditionnelles qui demandent des matériaux simples, mais qui peuvent sauver des documents. Comme on peut voir donc ici, vous avez donc ces grands panneaux. C'est l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on peut faire de très grands panneaux en ligne d'abeille. Bon, alors après, il faut avoir des espaces pour pouvoir les manipuler. Bien sûr, il y a des limites, parce que si on fait des panneaux qui sont trop grands dans les musées, on a du mal après à les manipuler. Mais pour certaines, par exemple, une scène figurée très fine, il est intéressant de ne pas la sectionner, donc d'arriver à faire des panneaux où elle puisse être complètement transférée. Et sur l'exemple que vous avez ici, le panneau, il sera coupé en plusieurs panneaux. Et ici, donc, l'exemple de la mosaïque de Derenbala, donc en cours de restauration dans nos ateliers, déjà quand même pas mal d'années, qui a été remonté sur 3 panneaux différents. Et on peut voir donc l'intérêt, oui, des lignes d'abeilles, c'est qu'on peut les travailler aussi. On a pu reprendre la forme des médaillons dans lesquels se trouvent les animaux pour que les panneaux se rejoignent d'une manière beaucoup moins voyante en quelque sorte et suivent les lignes du décor. Voilà. Pour tout ce qui est réintégration, puisque malheureusement souvent les mosaïques, ce qu'on découvre en fouille sur les sites archéologiques sont très souvent lacunaires. Donc là aussi, je ne veux pas m'étendre dessus, mais il y a énormément de méthodes différentes. Ici, vous avez un exemple qu'on emploie pour pouvoir savoir jusqu'où l'on peut restituer certaines parties. Donc là, ici, vous avez par exemple un plan où il n'y a absolument rien de fait, puis de plus en plus, ce que l'on peut pousser comme restitution. Quand je dis restitution faisable, c'est-à-dire c'est des éléments, on a des éléments de la mosaïque qui nous permettent de recréer cette partie du décor. On voit bien ici que la partie centrale qui devait être certainement un personnage ou une scène figurée en tout cas, on n'a aucun élément, donc bien sûr on ne va pas s'amuser à la refaire. Donc, mais tout le reste, tous les motifs géométriques auraient pu être faits, et donc ça permet à plusieurs, à tous les gens à qui appartient bien sûr le pavement, entre restaurateurs, entre spécialistes aussi de la mosaïque antique, puisqu'on ne travaille pas quand même isolé, on est entouré de spécialistes, que ce soit dans le domaine scientifique mais aussi historique. Donc on arrive à prendre une décision sur ce qu'il est mieux de faire, c'est-à-dire que ça apporte à l'œuvre une amélioration de sa lecture, une compréhension, mais qu'elle ne soit pas, que l'on ne voit pas quand on voit la musique, on ne voit pas d'abord la restauration. Ça arrive très souvent malheureusement, où d'abord la restauration est en premier et l'œuvre passe un peu en arrière. Donc, il y a tout un équilibre à trouver, et puis aussi les méthodes qu'on emploie, donc ça peut être des tracés colorés, juste très fins, qui sont imprimés dans le mortier, ça peut être des tracés en épaisseur. On a énormément aussi là de moyens pour arriver à améliorer la lecture de la mosaïque. Un autre exemple, c'est la mosaïque donc, des Nérides qu'on avait déposé, aussi un très beau chantier, qu'on avait déposé en Algérie. Ça avait été donc mis sur un mur du musée, mais on a été obligé de déposer avec nos collègues algériens. Ça a été fait dans le cadre de la campagne de la saison France-Algérie. Et donc on a pu, dans ce cadre-là, sauver cette mosaïque qui était des fragments, puisque c'était une mosaïque sur hypocoste, mais qui avait été mis dans les années 1900 et quelques au mur du musée, directement fixé avec des éléments métalliques. Et si rien n'était fait, elle allait malheureusement être perdue, ce qui aurait été quand même dramatique. Donc on a pu la prélever et la transférer sur un nouveau support. Alors, bon, là aussi, on a quand même conservé, elle est toujours conservée sur une partie de son mortier antique, tout n'a pas été retiré. Mais donc, comme elle était constituée de plus d'une centaine de fragments, il a fallu faire quand même certaines réintégrations, donc colmater, si vous voulez, rendre moins visibles toutes ces fissures, comme on peut voir ici sur le monstre marin, avant et après. Ça a été fait par énormément de mortiers colorés. Alors là aussi, c'est tout un monde, on peut travailler. Ces mortiers colorés ont été mis en place pour colmater et
réduire la fissuration de la restauration. Ah, alors là, ça a disparu. Ah non, excusez-moi, c'est un montage. Voilà, donc là, c'est l'autre exemple de la mosaïque de restauration aussi, de mosaïque des Néréides, pardon, des îles de la Méditerranée, où on voit l'état avant, donc qui était très brouillon, où c'était parti un peu dans... On ne savait pas très bien ce qu'on voyait, donc un nettoyage. On a retrouvé toutes les zones lacunaires qui étaient sous ces mastiques pas très, très chouettes. Après un colmatage, type, ça c'est une restauration un peu qui s'inspire d'ailleurs de la restauration de peinture. Des enduits blancs sur lesquels on est venu retracer des tesselles avec une couleur légèrement plus pâle et aussi avec un léger retrait. Ce qui fait que de près, vous voyez la restauration, c'est très visible, et de loin, ça s'intègre et c'est important. Surtout, bon voilà, alors là c'est la mosaïque telle qu'elle nous est arrivée, dans cet état-là, très jauni, avec des problèmes de vernis qui ont vieilli, et telle que la mosaïque se trouve maintenant, puisqu'elle est retournée bien sûr en Tunisie, elle est présentée au musée du Bardo. Et vous avez ici donc c'est fabuleux, hein, des villes et des îles de bassin méditerranéen, Paphos, etc., qui sont présentées. Et pour terminer, donc quelques aperçus sur la conservation in situ, sur le site archéologique. Donc comme on peut voir, toute cette problématique est énorme, où les fouilles ont été réalisées, mais malheureusement l'entretien n'a pas été fait. Développement de la végétation, etc. Aucun parcours pour les touristes, pour les visiteurs, donc ils marchent n'importe où sur les vestiges. D'autres cas où l'agriculture avec l'élevage se fait, ça c'est en Albanie aussi, où donc les paysans venaient avec leurs animaux, mais ils avaient la mauvaise habitude de passer sur les mosaïques. Enfin bref, des problèmes d'eau aussi, d'évacuation d'eau autant de pluie. Et donc les mosaïques qui petit à petit se désagrègent, donc ce qui est dramatique puisque chaque pavement est une œuvre unique. Hein. C'est vraiment chaque fois, on retrouve les mêmes éléments de décor si vous voulez, mais ce sont des agencements qui sont différents. D'abord tous les motifs ont été répertoriés puisqu'une équipe du CNRS a travaillé et travaille encore sur toute le décor géométrique des mosaïques. Et un autre exemple à Délos, aussi une mosaïque pourtant très fine, mais oui, la végétation qui la dévore. D'autres travaux qui sont mal réalisés ou pas finis, donc ici les mosaïques ont été déposées, mises sur des dalles de béton, mais malheureusement tout ce qui est les saignées entre panneaux n'ont pas été restaurés, restitués. Pareil au-dessus, d'autres cas où ça c'est voyant, ça a été mis avec des matériaux trop différents, et les supports bien sûr dramatiques, tous les ferraillages qui finissent par s'oxyder et à faire exploser la mosaïque et sa destruction totale. Donc on est mené de plus en plus à aménager les sites archéologiques pour qu'ils soient bien sûr visitables par le tourisme. C'est un élément que l'on ne peut pas laisser de côté, puisque c'est par le tourisme qu'on trouve souvent quand même des moyens financiers pour pouvoir accéder aux fouilles, de faire des réalisations archéologiques, mais aussi des interventions de conservation. Donc là, c'est un exemple de la basilique paléochrétienne de Xanthos, aussi avec le professeur Sodini, voilà, qui a été un peu mon pilote, et donc il nous a permis donc, de mettre en place des travaux de conservation, mais aussi des plans de circulation pour les touristes dans cette basilique, pour pas qu'ils puissent marcher bien sûr sur les mosaïques, mais tout en permettant de les voir. Et il y a tout un système de réenfouissement au moment de la mauvaise saison, d'ailleurs, où il n'y a plus de touristes à ce moment-là, les mosaïques sont réenfouies. Un autre exemple à Délos, où c'est la maison des Fournis, qui est une partie de Délos qui n'est pas visitée par le tourisme et qui avait été fouillée par l'école française d'Athènes dans les années 70, je crois, si je me souviens bien. Et donc les vestiges avaient été malheureusement, les pavements entre autres avaient été laissés tels quels, sans protection. Donc on a eu il y a quelques années fait plusieurs missions pour les consolider et puis de passer à une phase
de réenfouissement, comme on peut voir ici, avec différents types de géotextiles, de toiles, et après couverture par du sable, des graviers, différents types de matériaux. Là aussi, il y a eu beaucoup d'études, il y a des littératures là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. D'autres moyens plus simples, ça c'est avec nos collègues algériens, où des super mosaïques ont été découvertes, mais là aussi aucun moyen de les préserver. Donc on a, j'ai bientôt fini, on a tout simplement recouvert les pavements par du sable. Alors bien sûr, ça demande certains moyens. Dans d'autres cas, toujours aussi sur le site de Lambesc, qui est un site fabuleux, donc cette grande villa qui a été fouillée avec énormément de mosaïques, qui a été fouillée non pas une seule fois, sur plusieurs campagnes. Et les premières campagnes, les vestiges étaient réenfouis par du sable. Mais chaque année, il fallait après redégager les vestiges, et ça posait, d'abord, ça prenait du temps, et c'était un risque aussi pour les murs des murs avec des peintures murales, et pour les sols, etc. Donc un abri à fleur des murs a été construit, comme on peut voir ici, pour le protéger, et permettait donc de ne pas le réenfouir, et aisément démontable lors des campagnes, des nouvelles campagnes annuelles, campagnes archéologiques. Voilà. Ça c'est anecdotique, mais c'est pour donner des grands... Il y a eu énormément de projets, hein. Ça c'est un Terra de Palma, des grandes structures qui couvrent des grandes villas romaines en pleine campagne. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de piliers sur les vestiges, ils sont tous à l'extérieur. Mais bon, ça posait aussi certains problèmes sur les côtés puisqu'il n'y avait pas d'ouverture. Mais en tout cas, permettait de protéger les vestiges. Il y a eu des améliorations depuis. Pareil à Torre del Palma, de ces types de structures qui ont permis de protéger les vestiges. Et pour finir, voilà cet exemple de Gaza qui était extraordinaire, ces abris qui ont pu être faits entre autres à Djabalier, des abris qui d'ailleurs, vous voyez, sont fermés sur les côtés tout en laissant passer l'air, etc. Mais aussi en préservant les vestiges, mais en permettant de la circulation des visiteurs au-dessus des mosaïques et de pouvoir y accéder aisément. Donc ça, c'est vraiment un très bel exemple de travaux. Je pense que René Ether a dû vous en parler plusieurs fois. Et donc voilà, après ça c'était le monastère de Saint-Hilarion, donc on a travaillé, je finis là-dessus, avec des équipes donc, de jeunes Palestiniens. C'est aussi donc c'est important, hein, qui ont pris conscience de leurs vestiges, de travailler entre autres sur les mosaïques, mais ils ont travaillé sur bien d'autres types aussi de matériaux. Pour dans ce cas-là, c'était des mosaïques qui avaient été prélevées pour permettre la fouille et qui allaient être remises en place, donc qui ont pu être travaillées eux. Et puis donc une photo que j'aime beaucoup, parce que quand même c'est ça qu'on travaille aussi on travaille pour tous ces jeunes qui leur transmettre le patrimoine et qui peut eux-mêmes après en prendre soin et le transmettre aux générations futures. Voilà, de comprendre et de comprendre ces vestiges, de comprendre l'histoire et de ne pas les détruire. Voilà, je vous remercie de votre attention.